Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir de se retrouver pour cette Xème plateforme. Nous sommes, enfin toute l'équipe vraiment vous remercie. Vous avez répondu présent. C'est vrai que le sujet est assez fort. En plus, c'est un sujet que vous avez choisi parce que l'équipe avait décidé que nous ne déciderions pas, nous, des sujets, mais qu'après concertation dans les équipes, émergerait un sujet. Celui qui est arrivé, c'est celui du psychotrauma. Cette question, effectivement, on en parle aujourd'hui beaucoup. On n'a pas encore beaucoup d'outils, mais par contre, on a peut-être une possibilité d'en entendre les effets et peut-être d'en repérer les grands traits. Alors, on a fait, par contre, nous, le choix d'attraper la question du psychotrauma avec la question du traumatisme de l'exil. Les uns et les autres, vous recevez des mineurs non accompagnés, qu'ils soient mineurs ou très jeunes majeurs. Et ce jeune public, nous avons une responsabilité toute particulière par rapport à eux et une responsabilité que nous avons besoin de penser ensemble, de réfléchir. C'est la raison pour laquelle nous aurons 2 temps dans ce programme. Un premier temps aujourd'hui, une première plateforme aujourd'hui, avec nos invités que je vais vous présenter dans un instant, et puis une autre plateforme au mois de février, le 10 février, si ma mémoire est correcte, avec une psychologue clinicienne qui viendra parler spécifiquement du psychotrauma. Donc nous avons, comme je vous le disais, voulu attraper cette question au regard d'une population de jeunes gens et de jeunes filles dont les parcours de vie, autant que géographiques, laissent penser que beaucoup d'entre eux ont vécu des parcours traumatiques, à savoir donc les mineurs non accompagnés, mineurs et jeunes majeurs. Donc dans cette première plateforme, nous recevons 3 intervenants qui ont tous 3 une pratique quotidienne avec ces mineurs et jeunes majeurs. Et je les remercie vraiment de leur présence. Lassen Aïd Saïd, Nabil Yacoub et Léon Gomborov, que je vais évidemment présenter tout de suite. La deuxième plateforme, donc c'est Naïra Meliava, qui viendra le 10 février, donc comme je vous l'ai dit, sur la question des concepts. Ainsi, nous allons regarder et comprendre des réalités et poursuivre par un regard sur ces mécanismes de sauvegarde d'ordre psychologique, neurobiologique, physiologique, suite à des événements générant une charge émotionnelle qui dépasse les ressources d'un sujet. La vulnérabilité d'un sujet sera fonction de la personnalité, bien sûr, de l'histoire et du contexte. Nos 3 intervenants s'attachent au quotidien à bâtir des contextes et des pratiques qu'ils veulent favorables à des espaces de sécurité pour accompagner de nouvelles capacités d'agir, comprendre et gérer le stress. Comment repérer cette souffrance particulière dont vous voyez les signes au quotidien et avant tout, comment créer la confiance, de la confiance, du lien dans le cadre de vos missions. Enfin, accompagner. Notre premier invité est donc Lassen Aïd Saïd. Vous êtes un professionnel de la protection de l'enfance au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, où vous êtes là depuis de très nombreuses années. C'est l'enfance délinquante qui a été l'objet de vos travaux et de votre engagement. Aujourd'hui, vous êtes conseiller à la protection judiciaire de la jeunesse, appuyé donc à de nombreuses années de terrain. Je pense qu'un conseiller se doit d'avoir des années de terrain, surtout sur une problématique comme celle-là. Ce qui nous intéresse, c'est votre expérience avec ces jeunes. Qui sont-ils, au point où vous êtes vous, c'est-à-dire à la PJJ? D'où viennent-ils? Comment les accompagnez-vous? Quels sont les problèmes les plus saillants qu'ils rencontrent? Et comment construisez-vous la confiance? Et enfin, êtes-vous seul? Ou bien avez-vous pu construire des partenariats? En tout cas, c'est toutes ces questions-là que nous aurons le plaisir que nous avons le plaisir de vous poser. Nous allons écouter votre expertise. Merci en tout cas d'être venu partager. Bonjour à tous. Donc effectivement, je ne suis pas anthropologue ni sociologue, j'ai essentiellement une expérience de terrain auprès des MNA au sein de mes anciennes fonctions d'éducateur à la PJJ.
en tant que chef de service aussi du SAMI, du service d'accompagnement des mineurs isolés au conseil départemental de la Haute-Garonne, et plus récemment en tant que conseiller technique donc, à la direction interrégionale de la PJJ. Ça va, comme ça à la PJJ, où je suis sur le dossier MNA, c'est-à-dire sur tous les services qui prennent en charge des MNA sur l'interrégion. Je suis les référents sur ces questions-là et de faire l'articulation entre ce qui peut être ordonné à leur égard par l'administration et voir comment se décline sur le terrain la prise en charge des MNA. Or, c'est un sujet très riche, on ne sait jamais par quel bout prendre ces sujets-là, parce qu'on parle de MNA. Vous en doutez bien, ils sont tous différents, ils viennent de pays différents, ils ont tous une singularité dans leur histoire, ils vivent tous des traumas. C'est des jeunes qu'on accueille à partir de 14, 15, 16 ans, et on part de ce qu'ils nous donnent à voir. On n'a pas accès à une histoire. Contrairement aux jeunes qu'on peut suivre dans la protection de l'enfance, vous avez une histoire familiale, vous avez des représentants légaux qui peuvent vous indiquer dans quelles conditions ils sont nés, quels ont été les événements traumatiques. Là, on n'a pas accès à tout ça, donc on part avec cette donnée-là. Mais juste un petit bref récapitulatif. Avant, on ne parlait pas de MNA, on parlait de mineurs isolés étrangers, on parlait de jeunes en errance. Il y a eu un bouleversement sémantique sur ce public. Et il y a eu une arrivée massive aux alentours des années 2010-2012 en France, qui a conduit les autorités à se pencher clairement sur ce sujet et structurer la prise en charge de ces jeunes au sein des départements depuis ces années-là. Maintenant, vous avez des services spécialisés dans chaque département, ce qui n'était pas forcément le cas avant. C'est-à-dire qu'ils étaient noyés dans le flot des jeunes de la protection de la France. Et il n'y avait pas de service spécialisé. Donc là, le nombre, l'arrivée massive, fait que ça a obligé les gens à se spécialiser pour leur permettre l'accès aux droits, les démarches administratives et tout ce qui s'ensuit, de façon à ce qu'ils puissent prétendre à un projet de vie en France. Parce que tout ça, bien évidemment, que ce soit la PJ ou la protection de l'enfance, on est dans une temporalité qui est très courte. Une prise en charge à l'aide sociale à l'enfance, c'est jusqu'à 21 ans. Pour la PJ, c'est identique. Alors, pour les MNA, depuis 2016, du coup, il y a la mission nationale des MNA qui est dirigée par la PJJ, qui pilote et qui coordonne l'évaluation et la mise à l'abri de ces jeunes. Donc, en fait, c'est un schéma qui est commun à tous les départements, de la présentation du mineur à un département qui revendique sa minorité et son isolement, parce qu'on statue sur les deux aspects, jusqu'à sa prise en charge par le département. Donc ça passe par une évaluation qui dure une vingtaine de jours, à l'issue duquel le département fait un rapport au procureur de la République qui, selon le contenu de l'évaluation, va le confier au département ou pas. Ce qui statue sur la minorité et l'isolement. Et le parquet, il a toute la latitude engager des démarches, vérification documentaire, s'il a présenté des documents, expertise osseuse, c'est le parquet qui a toute la latitude à pouvoir le faire. Et avant qu'il soit confié au département, du coup, on interroge la cellule nationale qui soit maintient le mineur sur le département concerné, soit le réoriente par rapport à ce qu'on appelle la clé de répartition. Parce que vous savez qu'il y avait des départements qui étaient très impactés par l'arrivée de MNA. Ça a grévé leur budget de façon très très importante. Et la cellule nationale, elle veille à répartir de façon équitablement sur le territoire national. Après, on prend en compte le fait qu'il puisse y avoir des liens particuliers d'un mineur sur un territoire, du fait qu'il était connu, par exemple, par la prévention spécialisée avant d'arriver au département, qu'il ait été scolarisé. Donc on peut solliciter le maintien auprès de la cellule s'il y a des éléments qui le justifient. Et sur le public dont on va spécifiquement parler cet après-midi, je vais essayer de resserrer sur le public concerné. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on parle des MNA, mais ils sont tous différents. Ils ne viennent pas tous de la même manière, ils ne viennent pas tous pour les mêmes choses, et ils ne sont pas tous acteurs de leur projet de départ. Donc il y a une typologie qui a été proposée par Angela Etienne-B, qui est sociologue, qui a été étoffée depuis. Voilà, dresser un certain nombre de types de MNA selon
leur trajectoire migratoire. Donc vous avez les exilés, donc qui fuient en général la guerre, les mandatés, donc c'est des jeunes qui sont mandatés par la famille de partir en Europe, et l'idée c'est de pouvoir faire vivre la famille et rester au pays. Les exploités, c'est souvent les filles qui sont impliquées qui sont prises dans des réseaux de prostitution. Donc les fugueurs qui quittent le domicile sans prévenir la famille, en raison de maltraitance, pas forcément. Les errants, donc c'est ce qu'on appelle les enfants des rues, dans leur pays d'origine, et les rejoignants, ceux qui ont un membre de la famille plus ou moins proche qui se trouve déjà en Europe. Et pour ce qui nous concerne, moi je vais parler d'une expérience très locale, ça reflète absolument pas une réalité nationale, c'est vraiment une photographie de ce que j'ai pu vivre, en tout cas sur le département et un peu sur l'interrégion. On est plus sur le public errant, voilà, des jeunes qui sont des gamins des rues, qui étaient déscolarisés assez tôt, qui ont souvent vécu des traumas, des abandons, et qui n'ont pas forcément une destination bien précise. Ils arrivent, ils quittent leur pays, et ensuite ils remontent par l'Espagne, Barcelone, parce qu'ils choisissent plutôt la route qu'on appelle occidentale. Vous savez, il y a trois mers, et selon les pays d'origine, ils choisissent l'une des routes. Notre public, en tout cas, en général, c'est la route occidentale. Ils partent d'Algérie, du Maroc, c'est souvent des jeunes issus du Maghreb. Il n'y a pas de passeurs, c'est vraiment un départ par opportunisme. C'est via un camion, on se cache dans une voiture, donc ils financent rarement le trajet. Et ils arrivent à Toulouse, c'est souvent des destinations par hasard. C'est un public qu'on a du mal à capter et qui est très très mobile géographiquement. C'est-à-dire qu'il peut se retrouver à Toulouse, partir à Bordeaux, partir vers Lyon, Paris, ou remonter jusqu'en Allemagne. Et ce qui caractérise ces jeunes, ce que je disais, c'est la précocité dans la prise de produits, rupture familiale, événements traumatiques, l'instabilité géographique et la trajectoire migratoire. Donc il y a pas de passeurs ou rarement de passeurs, et une désaffiliation en général. Alors ils portent un terme, ils brûlent leurs papiers. Ils arrivent souvent sans papier. La grande majorité arrive sans papier d'identité. Alors c'est un des publics les plus difficiles à prendre en charge par les services du département, parce qu'ils ne se présentent pas, je reviens juste à la slide, ils ne se présentent pas comme MNA au département, rarement, et quand ils arrivent, c'est souvent via la prévention spécialisée, qui font un travail qui les accroche au fur et à mesure, qui essayent de gagner leur confiance et qui ensuite les amène sur les plateformes d'évaluation, ou du fait d'une blessure ou d'une pathologie qui les conduit à être hospitalisés. L'hôpital, bon alors il y a des réflexes ici. Ils savent qui appeler quand on prend dans ces cas de figure. Et c'est par ces biais-là qu'on arrive à les raccrocher sur la plateforme d'évaluation. Voire nous, ça nous demandait parfois de sortir un peu des sentiers battus, de ne pas leur imposer l'évaluation, parce que l'évaluation, ça signifie qu'ils sont sur la plateforme, ils y restent 20 jours, ils sont soumis à des règles de coucher, de lever, d'entretien, etc. C'est des choses qu'ils ont du mal à supporter. Des gamins qui étaient dans la rue depuis des années, vous ne pouvez pas leur dire voilà, on mange à 20h, demain on se lève à 8h, tu as des cours de feu, ça c'est pas possible, ils tiennent 2 jours, mais en général. Et en fait, la souplesse, elle commence déjà là, c'est-à-dire leur laisser la latitude d'être un moment sur la plateforme d'évaluation, de repartir, de les reprendre sur certains territoires. Parfois, ça peut être une note au parquet en disant qu'il ne veut pas être dans un dispositif d'évaluation, donc on ne peut pas reconnaître sa minorité, et c'est un classement sans suite. Du coup, on ne revient pas sur la plateforme d'évaluation. Donc ça nécessite quand même une mobilisation des acteurs à se dire, tiens, sur ce public-là, il va falloir faire l'effort de souplesse, ou peut-être dire au parquet, pour l'instant, on n'a pas fait une évaluation, mais il n'est pas impossible qu'ils reviennent dans le circuit. Et là, la coordination, elle est très importante avec les collègues qui sont sur essentiellement les associations, la prévention spécialisée. Dès que quelqu'un là dans le radar, on s'appelle et on essaie de voir comment est-ce qu'on peut se coordonner pour aller au terme de
de l'évaluation. Et la rencontre, voilà, elle se fait vraiment pas à pas, avec énormément de barrières, souvent la barrière de la langue, la difficulté au niveau du lien. Et dès que leur minorité est reconnue, se pose la question de l'orientation. L'orientation, donc on travaille avec des structures qui sont très très variées. Ce sont essentiellement des MEX, mais il y a aussi des lieux de vie, il y a des centres éducatifs professionnels, il y a des dispositifs qu'on appelle logement autonome, et c'est d'arriver finalement à cibler la structure qui peut, au cours de la prise en charge, la moduler. Parce que le piège, c'est de l'orienter vers une MEX. S'ils ne sont pas outillés, calibrés pour prendre ce type de prise en charge, qui nécessite quand même une présence assez importante, c'est la rupture. C'est que la structure vous dise, nous, c'est pas possible, on va pas pouvoir continuer avec ce jeune. Donc, en général, on essaie de cibler des structures qui proposent d'autres types de prise en charge au sein de la même association. Donc, c'est pas évident, et ça nous oblige aussi, nous, à pouvoir être en réactivité vis-à-vis de cette structure par rapport aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans la prise en charge. Parce qu'il y a des manifestations, mais après les collègues je vais laisser développer, qui sont assez violentes par rapport à la prise de toxiques, par rapport au sévrage, et on est vraiment dans une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire de le laisser à un moment donné sur la structure se poser. Parfois, il va falloir accepter l'idée qu'ils repartent, et c'est le plus dur à supporter pour les équipes, parce qu'on sait qu'on a une temporalité très très réduite. On n'est pas encore sur l'accès à l'enseignement, on n'est pas sur l'accès à la formation, on est encore très loin des démarches administratives, on est vraiment sur la création du lien. Donc ça nécessite une supervision, donc on se saisit de tous les espaces, sur la Haute-Garonne, on sollicitait beaucoup le RAP 31, qui oblige tous les acteurs à un moment donné à se poser de façon à ne pas lâcher le jeune dans la nature, ou en tout cas que les partenaires restent mobilisés. Parce que la crainte, elle est là, si vous voulez. En général, quand ils arrivent sur une structure qui fugue au bout de 3 semaines, sa place n'est plus dans la structure. Si on les ressollicite 2 mois après, le risque, c'est de dire, nous, on a fait ce qu'on a pu, on ne peut plus le prendre en charge. Et ces dispositifs de supervision, ils incitent les partenaires à se décaler un peu de ces questions-là. C'est-à-dire, certes, il n'est plus dans votre structure, par contre, il s'est passé quelque chose chez vous, il est resté 1 semaine, 2 semaines, c'est rarement arrivé dans son parcours. Il y a vraiment matière à ce que vous restiez dans la boucle. Et c'est ce qui est le plus, le plus épuisant à maintenir ces collaborations, sachant qu'il n'y a pas de structure, en tout cas sur la Haute-Garonne en termes d'hébergement, qui sont spécialisées dans ce type de problématiques. Donc c'est vraiment garder un peu tous les acteurs mobilisés sur cette question. Donc l'interdisciplinarité et les pratiques innovantes nous permettent de pouvoir capitaliser des expériences et de pouvoir transposer parfois ce qui a pu se faire quelque part au sein d'une autre association. Il y avait une structure PJJ, par exemple, qui avait, sur un certain nombre de places disponibles, qui avait réservé un certain nombre de places pour ces jeunes-là, et qui avait un mode de prise en charge qui peut être différent des autres structures. C'est de ne pas alerter le juge des enfants dès lors qu'il n'est plus dans les murs par rapport à une fugue, parce qu'on sait pertinemment qu'il est parti, mais qu'il va sans doute revenir, de façon à maintenir la place sur le dispositif. Un réseau de patrons et des personnels qui sont spécialisés dans l'accès au droit, sur les démarches administratives, comment est-ce qu'on dépose un titre de séjour, comment on reconstruit l'état civil, il y a des jugements supplétifs, et nous on arrivait entre guillemets en second rideau pour pouvoir leur permettre de bénéficier de formations spécialisées et adaptées, de façon à ce que ces jeunes puissent avoir une visibilité sur un parcours. Ça, c'est très important pour eux, d'avoir des petites démarches qui matérialisent finalement leur inscription sur un projet quel qu'il soit, scolaire, de formation ou des démarches administratives. Alors c'est une démarche avec ces jeunes qui doit être très humble, ne pas attendre d'atteindre des objectifs comme on peut avoir avec les autres jeunes, parce que c'est vrai qu'ils se distinguent
je parlais des autres, je faisais la typologie des MNA en général, avec les mandatés ou même les exilés, on n'a pas cette difficulté-là. Ils sont rapidement sur des projets d'insertion, ils sont rapidement sur des projets d'autonomie, les démarches administratives vont assez vite, et il y a des espèces de décalage du coup avec ce public qui peut parfois inciter les structures à privilégier certaines nationalités, en se disant bah, tiens, ce jeune vient de tel pays, je pense qu'il doit être exilé ou mandaté, on va pouvoir aller au terme de notre travail éducatif, parce que c'est assez... ça peut être épuisant pour les équipes d'avoir le sentiment de tourner en rond, de revoir les mêmes choses et de subir aussi les manifestations qui peuvent être très très violentes de ces jeunes, et des jeunes qui vont vraiment pousser le cadre, amener pousser les limites du cadre, et ça nécessite quand même une équipe soudée et qui revoit ses exigences à la baisse. On parle de, j'aime pas ce terme-là, de prise en charge en mode dégradé, mais c'est plus les prises en charge à très bas seuil, comme on peut l'avoir sur la réduction des risques. On est vraiment dans une démarche éducative qui s'inscrit dans ce champ-là, et d'avoir des objectifs assez humbles avec ces jeunes. Alors je fais juste un petit aparté, enfin pas un aparté, un lien aussi. C'est des jeunes qui malheureusement sont pris dans des réseaux, et ce qui est très difficile, c'est d'arriver à faire le distinguo entre le gamin qui est vraiment inscrit dans un réseau, parce qu'on participe à la lutte contre la traite des êtres humains, et on peut être amené parfois à solliciter l'orientation vers un autre département quand on sait qu'ils sont très ancrés sur un réseau à Toulouse ou à Marseille, et parfois on a des choses quand même qui sont assez impressionnantes, puisque après le Covid, pendant le Covid, c'est des gens qui n'étaient pas trop impliqués dans des affaires de stupéfiants. Les dealers, en tout cas des grands quartiers, leur confiaient rarement de missions. Le Covid a fait que les amis ont quand même en première ligne. Du coup, vous avez de plus en plus de jeunes MNA qui sont impliqués dans ces trafics de stupéfiants, du coup, qui sont pris en charge par la PJJ. Et les réponses qui peuvent être apportées à ces jeunes, elle est un peu en décalage avec celles qu'on peut apporter aux autres jeunes, puisqu'il y a une absence de garantie de représentation. C'est-à-dire qu'un gamin qui est impliqué dans une affaire délinquante, poste devant un juge des enfants, il ne va pas forcément en prison, dès lors qu'il a des parents, il a une adresse, on peut le convoquer, la justice peut le ordonner un contrôle judiciaire, ou en tout cas une mesure qui permet d'avoir quand même l'œil sur lui avec un accompagnement éducatif, et qui soit ensuite potentiellement conduit au tribunal pour être jugé. Les MNA n'ont pas cette garantie-là, donc c'est vrai qu'il y a souvent des réponses assez binaires qui sont apportées vis-à-vis de ces jeunes, c'est un peu tout ou rien. Donc il y a eu un nombre assez conséquent de MNA incarcérés dans les quartiers mineurs, dans les EPM, et la difficulté c'était de pouvoir engager un projet de sortie à l'issue de la période de détention, et limiter pas le sévrage, parce qu'ils étaient, en étant incarcérés, vous imaginez qu'il y a pas mal de choses qui reviennent. C'est des gamins qui se scarifient beaucoup, qui ont des manifestations auto-agressives, enfin, assez violentes, et la sortie est très 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 problématique. Il n'y a pas ou très peu de structures qui sont on va dire calibrées pour pouvoir les accueillir et pouvoir permettre la poursuite du soin qui avait été engagé en quartier mineur ou en EPM, parce que paradoxalement, là par contre, étant contraints dans ces lieux de détention, ils peuvent voir le psychiatre régulièrement, ils voient un médecin régulièrement, ils ont un traitement qui est adapté, et souvent il y a une coupure, enfin il y a un arrêt des soins après la détention. Et la question de la représentation légale, puisque tous ceux qui sont pris en charge par la PJJ ne sont pas forcément pris en charge par les départements. C'est des jeunes qui ne veulent pas être pris en charge par le département, parce que l'emprise éducative est assez insupportable. Et là, l'enjeu, c'est de pouvoir travailler avec
enfin tous les collègues, de façon à ce que tous les jeunes qui sont pris en charge par la PJJ aient une représentation légale par elle. Et là, donc, ils ne passent plus par une phase d'évaluation, puisqu'ils sont reconnus, enfin, ils sont pénalement mineurs, puisqu'ils sont pris en charge par une juridiction spécialisée. Pour autant, ils n'ont pas de représentants légaux. On ne va pas leur refaire une évaluation. Et l'idée, c'est qu'il puisse y avoir une requête directement auprès des juges des tutelles, de façon à ce qu'ils puissent être pris en charge par les départements. Oui, bonjour. Je vais vous poser des questions innocentes. Moi, je ne suis pas dans l'accueil, le premier accueil des MNA. Je suis plutôt dans la formation, l'apprentissage du français, etc. Et ma question, c'est vous dites que les jeunes arrivent, qui sont plutôt dans la typologie des jeunes des rues, des errants. Qu'est-ce que je peux poser comme question? Pardon. Oui, dans votre discours, on a l'impression qu'ils arrivent, qu'ils n'ont aucune ressource, qu'ils ne savent pas où ils vont, que c'est du hasard, etc. Mais pour autant, est-ce qu'ils n'ont pas des ressources? Parce que déjà, être venu en Europe, même si ce n'est pas expressément la France, ou si ce n'est pas expressément Toulouse ou une autre grande ville, il y a quand même l'idée de savoir où est-ce qu'ils vont. Je suppose qu'ils ne prennent pas du train ou qu'ils y vont. Enfin, voilà, l'itinéraire n'est pas si de l'ordre du hasard. D'autant plus qu'il y a des téléphones, qu'il y a des amis qui sont sur place, qu'il y a etc. Et donc, est-ce que il y a pour ces jeunes des ressources autres que justement cette prise en charge, où est-ce qu'ils viennent en sachant qu'il y a une prise en charge qui peut être faite parce qu'ils ont les échos de leurs amis qui ont déjà fait cet itinéraire. J'ai du mal à croire au moins qu'on part sans savoir où, comment et quelles ressources, même si on part déjà pour quelque chose. Et donc, j'ai l'impression, là, dans ce discours, qu'il n'y a pas de ressources sur place ou un peu plus loin, enfin voilà, ça dépend de l'itinéraire, mais voilà, j'ai du mal à saisir pourquoi, enfin, quand vous dites que le parcours, que les approcher, leur servir pour les abriter, pour en prendre soin un temps, c'est pas aussi parce qu'ils ont autre chose à faire que d'être sur la plateforme d'évaluation, que d'être sur une démarche administrative. Cette approche, je m'interroge sur cette approche qui est que le travailleur social, le conseiller de la PJJ, il va être tout pour lui alors qu'en fait, il a autre chose à faire. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je comprends très bien. Voilà. Quelles sont les autres ressources que vous connaissez qui peuvent amener les jeunes à ne pas adhérer à la démarche et aller ailleurs Je ne sais pas si je peux dire. Non, en fait, sur l'errance, il faut vraiment. Voilà. Après, c'est un public très spécifique. Hein, voilà, c'est vraiment. C'est pour ça que je cible sur ces jeunes-là. Il était déjà au pays. Et si vous voulez, le fait de vivre. Après, ils ne sont pas seuls. Hein, c'est souvent des réseaux. Ils ne sont pas seuls. Elle a une fonction psychique, cette errance. C'est-à-dire que c'est parfois plus destructeur de leur imposer le cadre. Et c'est très insécurisant. C'est difficile à intégrer. Mais nous, nos règles de se lever à tel, ça n'a pas de sens. Vous savez, ça n'a pas de sens. Il mange quand il a faim, il dort quand il a sommeil. Et voilà, c'est accepté. C'est que les professionnels doivent accepter cette réalité-là pour pouvoir baisser leur niveau de crainte. Enfin, c'est paradoxal, mais le réseau est plus sécurisant pour eux que notre institution, que notre façon de voir les choses. Vous voyez ? Et l'arrivée,
l'arrivée pour ces jeunes-là à Toulouse, Bordeaux ou Lille, c'est en général du fait du hasard. On connaît un copain, en général c'est à peu près les mêmes villages d'Algérie ou les mêmes villes du Maroc qu'on retrouve ici. À Toulouse, voilà, c'est la Moustaganem. Pardon ? Après, ils ne restent pas forcément à Toulouse. Ils peuvent partir. Alors nous, on y est attentifs. Moi, je crois que c'était pendant le Covid où on avait des jeunes, parce que sur le département de la Haute-Garonne, il y a 1100 jeunes à peu près en file active qui sont pris en charge. Bon, vous doutez bien qu'ils ne sont pas tous pris en charge en Haute-Garonne. On travaille avec des structures, enfin je travaille avec des structures qui sont éparpillées 20-25 départements à peu près, hein, entre Dijon, Paris, Tours, le Gard, etc. Je crois que c'était une temporalité d'une semaine, 15 jours, j'avais tous les jeunes Tunisiens qui partaient vers Lyon. Il n'y avait pas de connexion entre eux. C'est-à-dire que j'avais des jeunes Toulousains, on me disait bah, il a fugué, il est parti vers Lyon. J'avais des infos de Tours, on me disait c'est bizarre, on en a 2 jeunes qui sont partis vers Lyon. On a fait une autoparquée. Là, il y avait clairement un réseau qui faisait que ces jeunes-là étaient happés par un réseau à Lyon. Et certains jeunes qui n'étaient pas forcément en difficulté, hein, qui étaient sur des projets de formation scolaire et qui, chambre vide, et ils sont repartis à Lyon. Après, pour les jeunes en errance, la trajectoire migratoire, elle est très très longue. Ils n'arrivent pas tout de suite à Toulouse. Ils squattent à Barcelone, Madrid. Parfois, certains repartent en Espagne, reviennent de nouveau à Toulouse. Il y a une grande instabilité géographique. Et la grande majorité, c'est du hasard. Enfin, ils connaissent parce que ça leur parle. Mais si on leur demande si l'opportunité se présente de partir à Paris ou ailleurs, ils partent. Il y a une grande instabilité géographique, quoi. Et ce que vous soulignez, c'est vrai, c'est vraiment le professionnel, quelle que soit sa place, il doit accepter cette réalité-là, que ce soit vers le soin ou on a raté un tel rendez-vous, ça ne sera pas plus possible, c'est de trouver le dispositif qui est assez souple pour dire bon, il a raté le rendez-vous, c'est pas grave, il peut se représenter, je prendrai en charge. La formation, c'est identique, c'est que tout le monde doit être amené à bouger un peu sa ligne de conduite habituelle, et là ça les sécurise en disant bon, si je veux retourner à ce rendez-vous, il n'y a pas de souci, je pourrais pousser la porte, on ne va pas me demander tiens, tu as raté tel rendez-vous, tu n'es pas régulier, il faut te reprendre à zéro, etc., etc. Il y a des jeunes avec qui on peut le faire, mais c'est bien, c'est comme ça qu'on les conduit vers des projets, et on n'en est pas là du tout. Après, je crois que j'ai précisé, je ne suis pas anthropologue, ni sociologue, ça se base vraiment sur une expérience de terrain. Ah oui, bien sûr, oui. Bonjour, moi j'ai juste une petite question. Il me semble que pendant longtemps, les jeunes femmes ont été complètement invisibilisées de cette question, la question des MNA, c'est au masculin. Voilà, et là, vous les avez nommées, et donc voilà, je voulais savoir un petit peu, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, quels sont les profils, et oui, des jeunes femmes. Des jeunes femmes ? Oui, voilà, si vous pouviez nous en dire un peu plus, voilà, puisque pour une fois, on parle d'elles, vous avez cité, et je vous remercie. Jusqu'à présent, les filles, elles ont représenté, c'est un chiffre à peu près stable, 5% des MNA qui est arrivé. Et là, depuis 2 ans, il a doublé. Là, on est à 14%, je crois. 14%, qui arrivent de plus en plus jeunes, avec la particularité qu'elles, dès leur prise en charge, elles sont souvent enceintes. Elles sont souvent enceintes, et ça se vérifie à peu près sur tous les territoires. Et du coup, ça conduit les centres maternels à accueillir un public qu'ils ne connaissaient pas. Il y a des choses qu'ils ne savent pas faire, l'accompagnement vers une démarche administrative, etc. etc. Et c'est un public... alors, les filles, elles sont plus du côté des exploités. Certaines sont prises dans les réseaux de prostitution, travaillent beaucoup avec l'Amicale du Nid, j'imagine que vous connaissez, ou des structures où elles sont prises en charge sous couvert de l'anonymat. Mais ça a bousculé les pratiques depuis 2-3 ans. On travaille, sur les 2 dernières années, je travaillais rarement avec un centre maternel. Là, c'est presque devenu un partenaire, mais c'est des structures qu'on sollicite assez régulièrement, voire certaines structures qui souhaitaient avoir l'agrément
pour les garder au sein de leur effectif. Dans leur effectif, parce qu'il y avait un lien qui était établi avec ces institutions, elles sont enceintes dans leur prise en charge. Et pour certains collègues, c'était assez compliqué d'orienter la jeune fille sur le centre maternel. Bon, ils n'ont pas l'agrément. Et c'était surtout difficile pour la fille qui ne le comprend pas. Elle ne le comprend pas, elle dit je suis pris en charge, c'est éducateur, ils peuvent m'emmener chez la sage-femme, etc., etc. Qu'est-ce qui fait que je dois changer d'établissement, changer de référent, changer de mode de prise en charge. Donc c'est assez compliqué pour elle de l'intégrer. On compose, on innove, on essaie de trouver l'orientation qui perturbe moins leur équilibre. Moi, j'avais juste pas vraiment une question, mais c'est vrai que du coup, après 21 ans, il y a la question du coup des papiers qui se posent, du coup de sécuriser leur parcours, d'être stable et pouvoir un peu se projeter. Et c'est vrai qu'il y a des questions-là qui se posent parce qu'à 21 ans, il n'y a pas du tout la garantie de pouvoir avoir un titre de séjour, une demande d'asile en fonction des différentes situations. Et en gros, c'est vrai que parce que pour nous, c'est des situations qui. Ouais. C'est sur l'action des démarches administratives. Alors, avant 19 ans, ils déposent un titre de séjour. Enfin, c'est une tolérance qu'on a avec la préfecture, c'est avant 19 ans. Mais la question de la démarche administrative, pour 90% des jeunes, elle se pose dès le début de la prise en charge. C'est-à-dire que les références, c'est pour ça que ce sont des services spécialisés, en tout cas en Haute-Garonne, dès le début de la prise en charge se pose la démarche administrative. Après, on ne maîtrise pas tout. C'est-à-dire que la préfecture, c'est indépendamment du département, on ne fait qu'accompagner vers le dépôt de titre de séjour. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a la garantie que le jeune aura un titre de séjour. Ils ont des récépissés en général qui sont renouvelés. Et ensuite, sur l'obtention de la carte de séjour, ça intervient après les 18 ans, mais on n'a pas la garantie là-dessus. Il y a des nouvelles lois qui sont sorties il y a 1 an. Sur ces questions-là, qui ne vont pas dans le sens de l'accès au droit. Donc c'est un vrai défi pour les référents de construire le dossier, d'amener les éléments les plus probants à la préfecture de façon à ce qu'ils aient un titre. Alors nous, par exemple sur le département de la Haute-Garonne, on jouait beaucoup avec ce paramètre, le fait de bosser avec des structures qui sont éparpillées dans 20 départements. On connaît les politiques des préfectures. Pour certaines nationalités, on privilégie plutôt tel ou tel territoire. Selon l'âge où il est arrivé, un jeune qui arrive à 17 ans et demi de telle nationalité, parfois on ne le maintenait pas à Toulouse. Alors c'est difficile à comprendre pour les jeunes, ce que je peux entendre, parce que pour une préfecture, c'est une préfecture. La réalité, c'est pas ça. C'est qu'effectivement, dans certaines préfectures, parce que le bassin d'emploi, ils ont besoin de ces jeunes, c'est la réalité. Il y a tout qui est calibré de façon à pouvoir les accueillir et les régulariser, ce qui n'est pas forcément le cas ici, ou dans des territoires limitrophes. Donc on joue un peu avec cette carte-là. Mais après, oui, parfois il y a des fins de non-recevoir, ça arrive, et on les accompagne. Ils sont très bien accompagnés. Il y a des collectifs aussi d'avocats très présents à Toulouse qui accompagnent ces jeunes sur les voies de recours au niveau du tribunal administratif, quand ils ont une OQTF, sachant que la grande majorité gagne leur recours. Sauf quand c'est motivé pour des menaces à l'ordre public. Là, en général, c'est perdu d'avance. Bonjour. Moi, j'ai plus affaire à des jeunes qui sont exilés ou mandatés et qui vont effectivement passer par le département, qui vont être reconnus majeurs dans 90% des cas. Donc on va les mettre dans la rue et qui vont faire des recours et qui dans 70% des cas vont être de nouveau reconnus mineurs. La période entre ce qu'on appelle des majeurs, en fait, majeurs ou mineurs, qui peut se situer entre 6 mois et 1 an et demi, peut-être un peu plus. Oui, un peu plus, merci. Ces jeunes-là, en fait, ils sont nulle part. Il n'y a pas de prise en charge réelle
prise en charge n'est pas, j'allais dire, légale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont dans des squats ou des lieux qu'on essaie de trouver pour loger. Pour les amener aux soins, alors effectivement, heureusement, on a les cartes AME, mais il n'y a pas une réelle prise en charge du département de ces jeunes-là. Et ils sont très vulnérables. On parlait des filles tout à l'heure, mais c'est la même chose pour les filles. Hein. Vous parlez de filles enceintes, bah oui, on en a déjà récupéré dans la rue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont été déclarées majeures, elles sont dehors. Donc moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes-là, en fait, pendant 6 mois, 1 an. C'est un flou artistique et c'est un combat permanent jusqu'à ce qu'enfin un juge reconnaisse une minorité et là l'ASE les prend en charge. Et effectivement, il y a un projet de vie, il y a une scolarisation, ce genre de choses-là. Voilà. Moi, je suis face à cette population-là et je suis en difficulté. Je ne dois pas être la seule, je pense. Non, vous n'êtes pas la seule. C'est le problème sur tous les départements. Il y a des départements, il y a des associations, je ne sais pas si c'est le département qui les finance ou pas, mais qui prennent en charge ces jeunes qui sont effectivement entre une non-reconnaissance de minorité et une attente de requête devant le juge des enfants. Alors, en Garonne, il n'y a pas ces dispositifs-là, mais au département, ils peuvent le prendre en charge que s'il y a une ordonnance du juge des enfants ou du juge des tutelles. Il n'y a pas d'autres documents qui leur permettent de les prendre en charge, ou un document administratif, mais ce qu'on appelle le RPU, mais pendant la phase d'évaluation. Une fois que le rapport est rendu au parquet, que le parquet rend sa décision, le département ne peut plus intervenir, si vous voulez. Alors, c'est pas... vous donnez les chiffres, moi je les ai plus en tête. Effectivement, il y a un taux de minorité ensuite, après la requête auprès du juge des enfants, qui fait que le département les prend en charge. Les équipes ne l'accueillent pas forcément parce que pour nous, on a perdu 6 mois aussi. 6 mois, 1 an, un gamin qui arrive, qui revendique une minorité à 17 ans, qui est finalement pris en charge à 18 ans, moins 2 mois, pour un référent, c'est la course contre la montre. Voilà, et de façon pragmatique, en disant tiens, si j'avais commencé le suivi à partir de 17 ans, on serait sur un projet d'insertion, on aurait déposé un titre de séjour, et là on tourne un peu en rond, si vous voulez. Depuis que les plateformes d'évaluation existent, on tourne un peu en rond. Puisqu'à l'époque, ce n'était pas forcément le cas, puisqu'il y avait un taux de reconnaissance de minorité qui était beaucoup plus élevé quand il n'y avait pas les plateformes d'évaluation, parce qu'elles n'étaient pas professionnalisées. Là, une grande métropole comme Toulouse, Bordeaux ou Paris, ils ont tout intérêt à professionnaliser leur plateforme d'évaluation par rapport à leur clé de répartition. Et c'est après, bon, là on rentre après dans des considérations financières, parce que c'est l'État qui finance les évaluations et c'est jamais à la hauteur de ce que ça coûte vraiment pour un département. Donc il y a certains départements qui vont engager davantage de moyens parce que y a des convictions derrière. Derrière des départements, il y a aussi une couleur. Et d'autres qui vont engager des moyens à la hauteur de ce que leur donne l'État, et point final. Donc selon le territoire, il y a des disparités qui sont très grandes et préjudiciables bien évidemment pour ces jeunes. Le sujet de la psychologie, en parlant donc de ces jeunes plutôt errants. Vous parliez tout à l'heure, vous avez fait une allusion en fait, qui rejoignent depuis l'après-Covid, qui rejoignent certains réseaux de trafic de drogue. Mais au-delà de ça, de la prise en charge et la psychologie. Par rapport à d'autres gamins. Voilà, qu'est-ce que vous prenez en charge de plus ou comment voilà, cette problématique de la psychologie de ces jeunes. Pourquoi vous faites face et par rapport à vos objectifs de prise en charge. C'est la question
turpitude là ou Non, en fait, et juste, pardon, dans la présentation, j'essaie de ne pas non plus empiéter sur les collègues qui vont arriver sur la prise en compte de la dictologie pour ces jeunes-là. Après, sur les équipes, en tout cas sur les structures, sur le terrain, c'est avoir des équipes solides parce qu'ils font face à des manifestations très violentes, c'est de pouvoir le supporter, l'accepter et vraiment avoir un seuil d'exigence assez bas et de pouvoir les conduire, être très réactif pour pouvoir les conduire soit chez le médecin, le psychiatre, souvent aux urgences, les récupérer ensuite à l'hôpital. Enfin, c'est une mobilisation quasi permanente, on ne soigne pas. Enfin, l'éducateur n'est pas un soignant, mais il accompagne vers le soin, il rassure, il encaisse aussi. Et il y croit tout le temps, parce que voilà, le piège c'est à un moment donné de dire nous on n'est pas calibré, notre structure en fait a ses limites. On n'est pas médecin, on n'est pas infirmier, et c'est le fait de pouvoir fédérer et vraiment mobiliser des gens et imaginer le maintien de ce jeune dans son dispositif avec sa réalité à lui. Et garder le fil, garder le contact. Après, on ne s'ennuie pas. Nous, c'est les collègues, hôpitaux, casse santé, enfin, tous ceux qui gravitent autour de l'EXAPA, tous ceux qui gravitent autour de ces questions-là qui sont les plus compétents et outillés pour traiter l'affliction. Non, sur le terrain, les collègues la supportent, j'ai envie de dire. La supportent et l'encaissent et l'accompagnent. Mais ne la règle pas en soi. Enfin, on mobilise les gens pour la régler, mais en soi... Oui, bonjour. Je me présente parce que je trouve que c'est important aussi qu'on puisse savoir à quelle place on parle. Voilà, puis on peut adapter le réseau de contact aussi. Moi, je m'interrogeais, je voulais savoir si c'était mon sentiment. Au niveau des RNA, j'ai le sentiment d'une difficulté, donc je travaille en fait de prévention, d'une difficulté de pouvoir les approcher parce que j'ai le sentiment que ça bouge de plus en plus. C'est vrai que les mineurs isolés, donc on avait cette possibilité d'aller vers eux, mais ça se déplace très 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 rapidement. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ce territoire, moi je travaille sur Bagatelle notamment, avec cette difficulté où ça change tellement qu'on n'arrive plus à rentrer en lien parce que ça circule très rapidement, d'une semaine à l'autre, et ben, les visages peuvent changer. Et je pense que ça se déplace et qu'on n'a pas toujours cette possibilité de pouvoir se coordonner pour essayer, à un moment donné, de passer ce relais et de les accrocher, d'essayer de tisser un minimum de liens. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, si c'est quelque chose qui allait de plus en plus, où la mobilité de ces jeunes était de plus en plus avérée et multipliée, ou c'était simplement mon ressenti. Non, elle l'est, vous avez raison. Elle l'est, pas que ces jeunes. Maintenant, ils sont souvent pris dans les réseaux de stupéfiants. Et ce qu'on vérifie pour d'autres jeunes, pas forcément MNA, c'est des jeunes qui vont être utilisés dans d'autres villes. Ils font de l'intérim. Ils vont à Marseille, Toulon, Nîmes, ils reviennent à Nice. Et il y a une mobilité quand même géographique plus importante qu'avant, c'est vrai. Après, moi, la prévention, vraiment, font un super boulot avec ces jeunes, de ce que j'ai pu en voir, en tout cas des jeunes qu'on a pu raccrocher, c'est de proposer, quand ils font des actions concrètes, c'est-à-dire de proposer quelque chose qui commence le matin à 8h, tu finis à 17h, tu es payé. Enfin, c'est quelque chose qui leur parle tout de suite. Et je sais qu'on avait accroché un certain nombre de jeunes via des actions qui avaient été faites, je crois, sur le quartier Arnaud-Bernard, où des jeunes qui venaient une fois de temps en temps, qui venaient 2 jours, qui venaient 3 jours, qui venaient 4 jours, et finalement le lien se fait avec les collègues de l'ASE, on met un nom sur ce jeune, on le voit 1 fois, 2 fois, puis finalement on arrive à le prendre en charge, et il y a des fois où il va décrocher avec l'ASE, il va repartir vers le collègue de la prévention, parce qu'au-delà de l'action qu'il a mis en place, il y a un lien qui est fait entre professionnels, il accepte d'être aidé, d'être accompagné. Et c'est ce qui est le plus épuisant, je pense, surtout chez vous, et c'est assez frustrant de pouvoir démarrer quelque chose, plus de nouvelles, de le revoir 3 semaines après. Voilà,
Mais la prévention, voilà, dans la mission de repérage, oui, c'est l'acteur le plus important, le plus essentiel. Et je crois qu'on avait rencontré il y a 2 ans les services de la prévention, où il y avait une équipe, pas une équipe spécialement dédiée, mais qui était en lien du coup avec la plateforme d'évaluation, en l'occurrence le Daomi, de dire voilà, nous on arrive à les accrocher via tel chantier, à quel moment on peut les conduire petit à petit vers la plateforme d'évaluation. Et ça a permis finalement d'en récupérer quand même quelques-uns. Puis après il y a l'effet de groupe, les jeunes dédramatisent aussi. Un tel l'a fait, il est parti en foyer, donc j'ai rien à perdre à tenter, quoi. Mais c'est un travail de longue haleine, de fourmi, et ce que je disais tout à l'heure, c'est d'y croire et de casser aussi les clivages, quoi, de prendre le téléphone et de voir comment c'est de l'interdisciplinarité, quoi. L'un ne peut pas faire sans l'autre. Mais la mobilité, oui, depuis quelques années, c'est assez hallucinant. Ouais. Tapage aussi avec lequel vous faisiez référence, c'est-à-dire qu'ils puissent travailler quelques heures dans un oui. journée et en même temps être rémunérés à la fin de ces heures de travail. Oui, c'est concret. Hein. En situation régulière pour voir les papiers, D'autres questions? En fait, je ne suis pas sûre que ce soit tapage. Parce que pour faire tapage, il faut qu'ils aient la possibilité d'avoir une sécurité sociale, d'avoir papier, etc., pour faire un contrat de travail. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est tout à fait ce que voilà, même ensemble. En tout cas, ce qu'on peut retenir là, de votre intervention, c'est la difficulté entre le temps et l'espace. Chaque fois, il y a très peu de temps dans les interventions. Chacun, dans ce que vous avez dit, vous intervenez un petit moment et qu'après, la personne s'en va. Un peu dans des parcours d'errance, à chercher ailleurs mieux, à chercher des occasions pour bosser, pour se planquer. Bon. Donc au fond, le moment où vous les rencontrez les uns ou les autres, ça doit être un moment le plus signifiant possible, le plus fort possible, ici et maintenant. C'est cette pratique-là de l'ici et maintenant. Vous avez parlé aussi d'un seuil très adapté d'exigence dans chacune de ces rencontres. Ça me semble vraiment intéressant dans ce que vous avez posé. Puis je vais dire que je suis un peu surprise d'un discours qui n'est pas du tout protocolaire pour quelqu'un qui occupe un poste de chef de service dans un dispositif de type administratif. C'est vrai que parfois on peut se heurter dans sa fonction même à avoir des actions très administratives, très cadrées, etc. Et on sent que, c'est probablement votre pratique, qu'elle vous aide à vous en échapper un peu pour aider tous les acteurs qui sont autour de vous à pouvoir avoir, vous l'avez dit, de nombreuses reprises. Vous avez parlé de ce seuil très adapté d'exigence, vous avez parlé aussi du fil, de garder le fil, de garder le contact, de créer la confiance, au fond, au moment où ils viennent. Et finalement, j'avais une question, est-ce que vous avez, si vous l'avez dit, en fait, vous avez dit que le RAP 31 était un exemple, concertation qui vous aide à recoudre un peu les fils de cette errance. Un petit bout ici, un petit bout là, un bout d'histoire ailleurs. Donc au fond, vous faites une seule équipe à partir de nombreuses équipes qui travaillent. Et le jeune étant au cœur de l'accompagnement que vous proposez. Est-ce que c'est un peu ça? Oui, tout à fait, c'est un peu ça. L'idée, c'est on ne peut pas leur proposer un fonctionnement institutionnel, on ne peut pas le regarder avec nos yeux, enfin, j'en dire d'occidentaux. Il faut vraiment un gros décalage, c'est eux qui arrivent à nous et qui puissent y trouver quelque chose qui ait du sens pour eux. Parce que voilà, on ne peut pas, on pourrait se dire avec tout le millefeuille de problématiques qui cumulent, les traumas, la rupture, les addictions, je ne parle même pas des amis qu'ils ont perdus en route. Voilà, ce n'était pas un parcours de santé, leur trajectoire migratoire. On serait tenté de proposer un grand pack
un projet éducatif avec... et en fait, c'est carrément l'inverse, quoi. Le premier PAC, c'est le lien, savoir qui compte pour vous, et petit à petit l'amener quand il est prêt vers le dispositif le plus adapté. Ça peut être le soin, ça peut être la formation, ça peut être la démarche de aller vers la direction où il va y trouver quelque chose, quoi. Et dans ce qui compte pour eux, il y a la question de la consommation. Bien sûr.